Ah. Ah voilà. Là on est bien. Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui en ce début de Coupe du Monde pour l'équipe de France et Allez les Bleus pour une nouvelle critique où l'on va parler de deux films. On va parler d'Ocean's 8 et d'un film d'horreur Hérédité. Et je suis en train de remarquer que ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de critique x2, ça date depuis le 21 avril dernier, soit quasiment 2 mois. Et ça passe super vite. On va faire ces deux critiques de la même manière que j'avais fait pour Deadpool 2 et pour Solo, où je vais m'arrêter sur quelques points sur ces films que j'ai trouvé intéressants avant de pouvoir partir sur un sujet qui englobe un petit peu le film. Il y aura aussi une petite conclusion personnelle pour cette vidéo, donc je vous invite à rester parce que c'est cool. On va commencer par Hérédité, un nouveau film d'horreur qui est sorti cette semaine et qui a beaucoup fait parler de l'autre côté de l'Atlantique. Le film est réalisé par Ari Aster, un réalisateur américain dont il s'agit du premier long métrage. Et on y retrouve principalement au casting Toni Collette, Gabriel Byrne et Alex Wolff que l'on a vu dernièrement dans Jumanji. Le film raconte l'histoire de la famille Graham qui va découvrir pas mal de secrets assez terrifiants sur leur lignée. Des secrets qui vont provoquer des conséquences sinistres dont il leur sera semble-t-il impossible d'échapper. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce film? Eh bien tout simplement parce que le film a déjà fait parler et en plus de ça j'aime beaucoup le cinéma d'horreur. Et c'est un genre de cinéma dont j'ai l'impression qu'il est en train de perdre en qualité depuis déjà pas mal d'années. J'ai même tendance à dire que des bons films d'horreur il y en a quasiment tous les 2 ou 3 ans. Mais j'ai l'impression que cette année 2018 a envie de me faire mentir parce que oui, après Ghostland au début de l'année, Hérédité est un très bon film d'horreur. On va en parler très rapidement parce que j'ai pas envie de vous spoiler et je préfère que vous alliez découvrir un maximum de choses en salle. On va parler dans un premier temps de l'ambiance parce que oui, ce film a une vraie ambiance qui se dégage et ça marche super bien. Ne vous attendez pas à du jumpscare toutes les 2 minutes parce que ce n'est pas ce genre de film, c'est bien plus subtil et bien plus intéressant. On a peut-être 2 jumpscares dans le film et il marche super bien d'ailleurs. On a un gros travail sur l'image, sur la musique et sur le silence aussi. On a beaucoup de passages où ça parle vraiment pas énormément. Je pense oui que beaucoup de personnes peuvent s'ennuyer devant ce film parce que c'est pas forcément ce que vous allez rechercher lorsque vous allez voir un film d'horreur en général. Et ça serait bien dommage parce que Hérédité est un film qui est bien plus intéressant et intelligent que la plupart des films d'horreur qui sortent chaque année. Donc oui, première chose qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout un film d'ambiance et ça marche super bien. Deuxième chose, c'est un film mystérieux et dans pas mal de sens. Déjà oui, dans son histoire, parce que pendant 2 heures de film, vous allez chercher en même temps que la mer ce qu'il se passe. Mais aussi au-delà du film et de son dénouement final que je pense avoir compris mais qui me fait encore poser pas mal de questions, je pense que oui, le film mérite un second visionnage pour comprendre toutes les subtilités apportées dans le scénario. D'ailleurs, il y en a une dont j'aimerais vous en parler, mais ça va spoiler... Je vais ouvrir une parenthèse spoiler, c'est la première fois que je vais le faire. Je vais vous faire apparaître un timecode à l'écran, si jamais vous n'avez pas vu le film et vous comptez aller le voir, je vous conseille d'aller directement ici pour pouvoir reprendre la critique. Et bien évidemment, si vous avez déjà vu le film ou que vous ne comptiez pas aller le voir, et bien vous pouvez rester. Ok, c'est bon, c'est parti? Allez, ça part. C'est jamais énoncé dans le film, il me semble, mais il y a une sorte de transmission des morts des personnages comme un héritage. À un moment, il y a la fille, Charlie, qui va aller couper la tête d'un pigeon. Et comment est-ce qu'elle meurt? Et ben elle aussi en se faisant couper la tête. D'ailleurs, une scène très très forte. Du coup, c'était Peter, le fils, qui était en train de conduire la voiture. Et je sais pas si vous vous en souvenez, il y a une scène, après que Peter se soit blessé à l'école, où son père va vouloir le ramener à la maison, et à un moment, il va piler net au frein à main, comme si c'était pour éviter un accident, et à ce moment-là, il a un peu cassé le destin, parce que peut-être que Peter devait mourir lui aussi à son tour dans un accident de voiture. Devait mourir lui aussi dans un accident de voiture. On a aussi à un moment, durant un cauchemar, la mère qui prend totalement feu. Et comment est-ce qu'elle tue son mari à la fin du film? Eh ben, en lui faisant prendre feu lui aussi. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire, et c'est pas forcément mis en avant par le film, mais je pense que rien que pour ça, le film mérite un second visionnage. On est de retour parmi tout le monde, et on va continuer cette petite sous-partie sur le mystère. Donc on a parlé du mystère dans le scénario et on va aussi pouvoir parler du mystère aussi dans la réalisation. Parce que oui, je m'explique, mais au niveau de la réalisation, on a beaucoup de travelling avant ou de travelling arrière. Alors déjà oui, de 1, ils sont très longs et on va surtout s'arrêter sur le travelling arrière. Parce que le travelling arrière, ce qui va se passer, c'est que plus la caméra va reculer, plus on va avoir une visibilité de l'espace, de l'environnement, on va avoir une visibilité de la salle et on va y découvrir des choses petit à petit. Je prends un exemple, à un moment on a simplement la caméra qui est en train de filmer donc une porte de sortie, la porte de sortie de la maison ou de l'appartement. Et ce qui va se passer, c'est que la caméra va reculer jusqu'à arriver dans le salon et y laisser apparaître la table et à ce moment-là on va y découvrir pas mal d'informations. Et c'est là où je veux en venir et là où je veux dire que la réalisation apporte aussi beaucoup de mystère, c'est parce que le travelling arrière est très très long. Et donc il y a beaucoup de mystère durant tout ce plan et 10 secondes plus tard on arrive enfin à voir ce que le réalisateur voulait nous montrer. Et on va continuer à parler de réalisation parce qu'on a un gros travail sur tout ce qui va être maquette, miniature dans tout le film. C'est en quelque sorte le travail de la mère de réaliser ce genre de maquette en miniature, ou alors c'est son passe-temps, je sais pas. Mais on a aussi un super travail au niveau de ces plans où la caméra
va filmer les personnages de vraiment très très loin, on va voir vraiment l'entièreté d'une pièce, et on a limite l'impression de se retrouver dans un décor de maquette miniature. Et on joue avec ça directement dès le début du film, où on va avoir un panoramique qui va finir dans une chambre d'une maquette, et on va y voir les personnages arriver dedans. Je viens de vous passer un extrait de la bande-annonce pour vous imaginer ce que j'étais en train de dire, mais faut savoir que dans le film c'est encore bien plus travaillé que ça. Et je sais pas trop ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que ces personnages sont vraiment tout petits, est-ce que c'est des pions qui sont manipulés par quelqu'un ou par quelque chose, et qui peuvent être déplacés quand bon leur semble, enfin voilà, je sais pas trop. Et c'est en ça que le film me fait aussi beaucoup réfléchir, et je sais pas vous, mais moi un film qui me fait réfléchir, et bah je trouve ça cool. Donc oui, je vous conseille totalement ce film, et si vous aimez le genre, et bien je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un film qui est très intelligent et qui est très intéressant. Et je voulais terminer avec ce film en abordant une anecdote que j'ai vécue en 2012 et qui a été assez désastreuse pour le genre du film d'horreur en France. J'ai vécu en 2012 la rupture entre le cinéma d'horreur et un certain grand groupe d'exploitation de cinéma français dont je vais taire le nom bien évidemment. En 2012, je vivais encore en banlieue parisienne et il y a Sinister qui est sorti au cinéma et qui a été à l'origine de beaucoup de débordements dans les salles de cinéma françaises, que ce soit des cris, des jets de popcorn, des rires forcés dans la salle. Il y a même des salles où ça a été, où des gens ont été jusqu'à pisser dans la salle. Et tout ça a conduit ce fameux groupe français à déprogrammer Sinister dès le lendemain dans beaucoup de salles en France. Et tout ça, oui, pour que ces événements ne se reproduisent plus. Et oui, aujourd'hui, ça m'embête parce que le divorce est toujours d'actualité et on a beaucoup de films d'horreur qui sont très mal distribués, en tout cas en région parisienne. Je comprends pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a un peu de réticence à diffuser un film d'horreur dans son cinéma quand on sait ce qui peut se passer. Et je sais pas comment est-ce qu'on peut combattre l'incivilité des gens dans les salles de cinéma, mais en tout cas oui, il y a un sujet qui est en train de toucher le cinéma d'horreur, un sujet qui est en train de lui faire du mal, un sujet qui est en train de le censurer dans nos salles. Et ça m'embête pas mal parce que c'est un genre que j'aime bien et qui se doit d'être accessible comme tous les genres à mes yeux. Donc oui, je voulais raconter cette anecdote parce que oui, en 2012, j'étais dans la salle, le soir où je suis allé voir Sinister, j'étais dans la salle où c'est littéralement parti en couille et ce qui a amené donc tous ces problèmes qui sont arrivés par la suite. Et ça reste un malheureux souvenir, et si vous avez aussi vécu des choses de la sorte en allant voir un film d'horreur ou qu'importe, mais dites-le aussi dans les commentaires, ça m'intéresse, j'aimerais bien en parler avec vous. On va maintenant passer à Ocean's 8. Ocean's 8 est réalisé par Gary Ross, réalisateur américain qui ne jouit pas d'une grande notoriété, mais qui a été dernièrement à la réalisation de Free State of Jones avec Matthew McConaughey, mais aussi du tout premier Hunger Games, et alors là, celle-ci je l'avais pas. Le film est porté en grande majorité par un casting féminin, dont Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anna Thaoué, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Anna Thaoué, Awkwafina, Sarah Paulson, Anna Thaoué et Rihanna pour terminer. Le film raconte l'histoire de Debbie Ocean, la sœur de Danny Ocean, qui va sortir de prison et retrouver très rapidement son amie Lou Miller, interprétée par Cate Blanchett. Les deux femmes engagent une bande d'expertes dans le but de voler un bijou d'une valeur de 150 millions de dollars. Et bien évidemment, il s'agit d'un spin-off de la saga des Oceans portée par George Clooney, dont les 3 films ont été réalisés par Steven Soderbergh, et celle-là, je l'avais. Avant de commencer, comme je le fais d'habitude, je vous fais un petit retour sur les opus précédents. Et bah, j'aime beaucoup les Oceans. J'aime le casting, j'aime la réalisation et le montage de Soderbergh, j'aime l'ambiance casino, et mon dieu, heureusement qu'il n'y en a pas à Paris, je serais dans la merde. Et donc oui, au-delà de tout ça, c'est un genre de film dont je ne raffole pas non plus, mais j'aime bien ce délire de rassemblement de personnes avec des compétences variées et complémentaires dans le but de faire un casse. D'ailleurs, dans un style différent, il y a un Fast and Furious qui est à mes yeux un bon film, un très bon film, et il s'agit de Fast and Furious 5. Et pourquoi est-ce que je parle de Fast and Furious 5? Et bah c'est parce qu'on va avoir dans les grandes lignes à peu près la même trame qu'un Ocean's 11, avec cette team avec des compétences variées qui va être montée en début de film dans le but de réaliser un braquage. Pose ça là, ça peut partir en débat Fast and Furious dans les commentaires. Donc, on en revient à Ocean's 8. Pendant un long moment, je me suis dit que c'était pas si horrible, que ça restait divertissant, etc. Mais en fait, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le final de Ocean's 8 m'a fait remonter tous les défauts. On va commencer par parler des facilités, des incohérences, tout ça. Donc déjà, c'est simple, ça faisait super longtemps que j'avais pas vu un film avec autant de facilité, d'incohérence et de Deus Ex Machina. Enfin bref, un film qui nous prend autant pour des cons. Je vais essayer de vous faire comprendre de quoi je parle sans rentrer dans une partie spoiler, mais en gros, tout est super facile et tiré par les cheveux. Alors du coup, j'ai noté, on va pouvoir commencer par la blondasse qui se fait recruter dans une boîte comme par magie, la styliste qui se fait recruter pour s'occuper d'Anna Thaoué comme par magie. À un moment, on a un problème, on a la sœur de Rihanna qui va débarquer aussi comme par magie, et son personnage aussi ne sert absolument à rien, on va l'avoir simplement le temps d'une scène. En fait c'est ça, c'est qu'à un moment on va avoir un problème qui va être posé, et on a un personnage qui va débarquer d'absolument nulle part, qui sera là, qui sera la solution pour régler ce problème. Et sinon, bah oui, la fin. Parce que oui, encore à ce moment-là, je me disais, bon allez Guillaume, c'est très con, on s'en fout, c'est assez drôle, on va fermer un petit peu les yeux sur tout ça. Mais alors le final et le dénouement du casse, enfin la surprise finale... c'est n'importe quoi, ça sort
totalement de nulle part, il y a aucun indice durant le film qui prévoit ce final et c'est prendre les gens pour des cons. Je vais prendre pour exemple, pour expliquer ce que je veux dire, le film Le Prestige de Christopher Nolan. Grosso modo, à la fin, on a un twist final de malade, mais ce qui est fou, c'est que pendant tout le film, tu as des indices qui amènent à ce twist sans que tu t'en rendes compte. Au second visionnage, tu vois ces indices, ça donne vraiment du sens à l'œuvre, ça en est surprenant et impressionnant. Et c'est loin d'être le cas de ce Ocean's 8. Ce final tombe royalement du ciel et encore une fois, on nous prend pour des cons comme si on allait accepter de gober ça. Donc voilà, pour conclure ce point, c'est super facile, c'est du Deus Ex Machina dans tous les sens et c'est ultra con. On va maintenant passer aux personnages. Et ben on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent par rapport aux personnages, c'est très vite, ils sont simplement là pour avoir une compétence. Sandra Bullock qui est le personnage principal, à la limite, pourquoi pas. Ensuite, les personnages les mieux travaillés, à la limite, ça va être Anna Hathaway qui est là pour faire la cruche. Rihanna joue une hackeuse assez cliché, Bonham Carter joue une styliste totalement tarée. Enfin voilà, ces trois personnages sont un peu plus travaillés que les autres, mais ça reste quand même très cliché. Et pas très profond non plus. La femme asiatique est plutôt drôle par contre. James Corden est aussi dans le film, il va apparaître à la fin de manière aussi un petit peu magique avant de ressortir du film aussi assez rapidement. En fait, c'est dommage parce que c'est un film, quand on a des équipes qui se construisent comme ça, ce qui est intéressant, c'est de voir les interactions entre les personnages, les différences qu'il va y avoir dans leur caractère. Comme la réunion des Avengers, c'est l'exemple type quoi. La réunion de plusieurs personnages et de différentes personnalités qui va créer des choses intéressantes. Et c'est pas du tout le cas de cet Ocean's 8 qui délaisse totalement ses personnages. Ah oui aussi, j'ai pas parlé de Cate Blanchett, mais on aurait pu vraiment la retirer du film, ça changeait absolument rien. Mais en plus c'est bizarre parce que dans ce film c'est un petit peu la Brad Pitt de Sandra Bullock et donc c'est assez naze. Et oh la belle transition. Parce que oui, le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo par rapport à Ocean's 8, et bah c'est le fait que ce film est un réel copier-coller d'Ocean's 11. Debbie Ocean sort de prison comme son frère, elle monte une équipe pour réaliser un casse comme son frère, elle a aussi un différend ou un problème avec un de ses ex comme son frère. Enfin voilà, cette histoire on l'a déjà vue et c'est vraiment ultra paresseux de ne pas avoir cherché à créer quelque chose de nouveau. Il y a rien de plus à dire à ce sujet dans les grandes lignes, c'est vraiment un copier-coller de ce qui a déjà été fait et en plus dans cette saga, donc c'est vraiment encore une fois très paresseux. Sinon oui, pour le reste, on peut aussi revenir sur l'humour, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo et oui là pour le coup, ça marche plutôt bien. Quelque chose oui de totalement subjectif, c'est que l'univers de la mode et du luxe va moins m'intéresser que l'univers des casinos. Et sinon oui aussi, et là j'attends votre avis par rapport à ce que vous en avez pensé, mais on a aussi des transitions entre les plans, vous savez dans le montage pour faire des transitions entre deux plans qui sont assez originales comme le faisait aussi Soderbergh avec ses Oceans. Et donc oui, vous voyez de quoi je parle, mais je trouve que les transitions qu'on va avoir entre les plans, et bah elles font pas vraiment rêver. Et ouais, encore une fois, je trouve ça aussi peu inspiré et c'est pas ouf. Et pour conclure, je voulais revenir rapidement sur ce phénomène un petit peu de girl power qui est en train de se propager au cinéma en ce moment. Bon, déjà, j'annonce, j'ai aucun souci avec ça, je suis pour l'égalité homme-femme, que ce soit au niveau des rôles ou encore des salaires. Mais avec le dernier Ghostbusters sorti en 2016, ça fait deux sagas cultes du cinéma qui reviennent aujourd'hui avec des castes principalement composés de femmes. Et d'ailleurs, je sais pas où ça en est, mais on parlait aussi d'une version féminine d'Expandables. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve personnellement que ces sagas cultes qui reviennent avec ce cast principalement féminin, en tout cas pour les rôles principaux, et bah je trouve ça un poil forcé. Et je trouve ça même tellement forcé que ça en devient même un peu hypocrite parce qu'on se sert du nom de sagas super connues comme Ghostbusters ou les Oceans, putain je vais pas y arriver, les Oceans. Donc oui, on se sert de ça pour vendre un cast féminin, comme si le cast féminin à lui tout seul ne pouvait pas porter un film, et qu'on ait besoin d'avoir ce gros titre au-dessus de la tête des actrices. On a quand même des choses plus subtiles que je trouve plus intéressantes et pas besoin d'aller chercher plus loin. On peut penser directement à Daisy Ridley qui est le véritable personnage principal de la nouvelle saga Star Wars. Et c'est peut-être la meilleure façon de mettre en avant les femmes plutôt que d'en faire des tonnes. Est-ce que je me pose les bonnes questions? Je sais pas, mais je vous invite à me dire vous aussi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, est-ce que ce nouveau Ocean's 8 est vendeur? Et bah bien plus que ce que je pensais, parce que lors de son premier week-end d'exploitation aux États-Unis, le film a rapporté 41,5 millions de dollars, ce qui est plus fort que les 3 films de Soderbergh avec George Clooney et sa team. Et donc oui, ça m'a un peu surpris et je pense qu'on n'aura pas de mal à voir débarquer un Ocean's 9 et un Ocean's 10. Et ça en est tout pour mon retour sur Ocean's 8. Vous l'aurez compris, je ne vous conseille pas forcément ce film. C'est vraiment plus que moyen. Après, ça peut rester divertissant si vous voulez fermer les yeux sur tous les défauts qu'il y a dedans. C'est typiquement le film que tu vas te taper un dimanche à 16h et si jamais tu t'endors devant, et ben au final on s'en fout. Quoique, il m'a quand même sacrément donné envie de me retaper la trilogie de Soderbergh. Et voilà pour ces deux retours critiques, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'avais un petit truc à vous dire pour conclure. Parce que oui, avec cette vidéo, on fête aujourd'hui les 3 mois de la chaîne, et je voulais encore prendre le temps, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, prendre le temps de vraiment vous remercier pour ces 3 premiers mois, parce que c'est vraiment top tout ce qui est en train de se passer. C'est déjà beaucoup d'opportunités qui se sont créées, beaucoup de rencontres avec des gens extérieurs à YouTube, des rencontres avec d'autres youtubeurs critiques ciné, que j'embrasse d'ailleurs. Vous regardez les vidéos, vous les likez, certains les partagent, vous les commentez, je prends le temps de répondre à tous les commentaires depuis le début, donc ça aussi, il y a une interaction qui est vraiment cool, vraiment depuis le tout début, depuis ces 3 mois. Donc encore une fois, merci, et là au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, on est jeudi soir, et on est tout proche des 4000 abonnés. 4000 abonnés il y a 3 mois, si on m'avait dit que j'en serais là au moment où j'ai fait ma première vidéo sur Tomb Raider,
Et bah j'y aurais jamais cru, c'est assez inespéré, c'est top tout ce que vous faites pour la chaîne, pour mon travail depuis le début. Et pour les nouveaux, et bah n'hésitez pas à vous abonner, qu'on puisse passer cette barre des 4000 abonnés. De toute façon, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver par la suite. On se dit donc à très vite et on se voit au mois de Coupe du Monde. Allez les Bleus!